d'abord remercier pour l'honneur qu'il nous fait d'avoir accepté cette invitation à Thomas Perroux. Merci Thomas, qui est professeur de droit public à Paris 2, Assas, université réputée, et qui est spécialiste de droit public comparé, qui va nous parler des impensés de notre Constitution dans la crise démocratique actuelle, et il ajoute dans son titre pour une Constitution anti-oligarchique. Ce sont des mots qui sonnent agréablement à nos oreilles et nous sommes impatients de l'écouter et de débattre ensuite avec lui. Merci de m'avoir invité et puis d'essayer, je trouve vraiment très intéressant que les Français se saisissent d'un débat sur la Constitution qui a traditionnellement été, qui n'a pas fait l'objet, je trouve, de beaucoup de... Enfin, dont le peuple s'est peu saisi, alors que c'est, à mon sens, peut-être une question centrale. Et moi, ma réflexion, elle est partie surtout des manques, des projets qui sont sur la table, à savoir notamment du projet et des débats autour de la 6e République. Il me semble que ce projet est intéressant, un bon début, mais il manque énormément de réflexion, et c'est ces manques-là sur lesquels je voudrais essayer de travailler avec vous. En partant de l'idée qui me semble être centrale dans l'idée de droit constitutionnel, c'est l'idée de séparation, de diffusion, de dispersion du pouvoir comme étant la seule garantie de la liberté. En France, évidemment, cette idée est connue à travers le concept de séparation des pouvoirs, qu'on connaît tous, et attaché à l'idée de Montesquieu. C'est toujours une idée d'actualité, évidemment, très importante. Mais j'aimerais vous montrer l'ensemble des domaines où, malgré tout, cette idée de séparation a été mise en sommeil et où, malheureusement, elle n'est pas pensée. Et où, du coup, elle permet le développement de certains pouvoirs ou à certains groupes, certains intérêts de prendre davantage de poids sur les politiques. Le grand oubli ayant été, traditionnellement en France, on pense à la séparation horizontale des pouvoirs chez nous, le grand oubli ayant été évidemment la séparation verticale des pouvoirs et l'idée de fédéralisme qui est vraiment bien pratiquée. Alors vous avez cité la Suisse tout à l'heure, un pays très démocratique où le référendum est très pratiqué et où le fédéralisme est une idée très, très importante, mais il y a aussi les États-Unis ou l'Allemagne. Et évidemment, nous sommes un pays qui a choisi le modèle inverse et qui a choisi de ne pas séparer verticalement les pouvoirs, même si depuis les années 80, on a essayé de tempérer un peu ça. À côté de cette recherche sur les dispersions du pouvoir public, il existe aussi un pan de recherche important que je ne ferai qu'évoquer, même si je trouve qu'il est extrêmement important, qui consiste à s'intéresser au pouvoir privé. Dans cette démocratie, il faut en effet se méfier des pouvoirs qui deviennent trop puissants, et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai intitulé pour une constitution anti-oligarchique, c'est un sujet de recherche qui se développe aux États-Unis. En tout cas, il y a des articles aux États-Unis de collègues qui se rendent compte que les pouvoirs privés sont devenus trop importants et ont un poids sur la politique trop décisif. Mais cette idée, elle était déjà dans Rousseau. Je le cite un peu longuement, vous m'en excuserez, mais il nous dit une de ces associations est si grande qu'elle l'emporte sur toutes les autres, vous n'avez plus pour résultat une somme de petites différences, mais une différence unique. Alors il n'y a plus de volonté générale, et l'avis qui l'emporte n'est qu'un avis particulier. Il importe donc, pour avoir bien l'énoncé de la volonté générale, qu'il n'y ait pas de société partielle dans l'État, que chaque citoyen n'opine que d'après lui, telle fut l'unique et sublime institution du grand Lycurgue, que s'il y a des sociétés partielles, il faut en multiplier le nombre et en prévenir l'inégalité. Ces précautions sont les seules bonnes pour que la volonté générale soit toujours éclairée et que le peuple ne se trompe point. C'est la raison pour laquelle la Révolution a aboli les corporations et les corps intermédiaires, mais
Après, avec le 19e siècle et le développement de l'ère capitaliste, la société commerciale et les pratiques anticoncurrentielles ont considérablement renforcé les pouvoirs privés qui avaient été dispersés auparavant, qu'a pu contrebalancer évidemment, comme vous le savez, l'avènement des syndicats, finalement, des associations, qui ont permis de redresser quelque peu la balance dans l'autre sens. Il en est des sociétés partielles, dit Rousseau, comme des églises. Il faut favoriser la concurrence pour assurer une forme d'équilibre. Et c'est la raison pour laquelle Locke, dans la constitution qu'il a écrite pour l'État de Virginie, a voulu favoriser le pluralisme des églises et donc leur concurrence, afin qu'aucune ne prenne le pas sur l'autre et n'influence indûment le processus démocratique. On voudrait donc montrer ici que pour avoir une constitution anti-oligarchique et donc démocratique, il faut réfléchir à la constitution de la 5e et surtout à ses transformations pour réfléchir à comment éviter que le pouvoir ne soit capturé par certains intérêts coalisés. Le projet de 6e République, et c'est pour ça qu'à mon sens il est déjà daté, car il ne s'intéresse qu'au Parlement, qui n'est plus depuis longtemps le centre essentiel de pouvoir. Il pourrait le redevenir, évidemment, dans un système plus proportionnel, mais dans ce type de système, en général, on compense la difficulté de faire passer une loi par de larges délégations à l'administration. C'est ce qui se passait sous la 3e et la 4e République, avec la pratique des décrets-lois. Et donc, du coup, on transfère le pouvoir à un autre organe qui est moins responsable. On ne s'intéresse pas aussi à qui me semble, on en a discuté un peu, à la sociologie du Parlement. Quelque part, les politiques étaient peut-être plus progressistes sous la 3e parce que c'était un Parlement d'instituteurs. Ce qui n'est évidemment plus le cas. C'est la raison pour laquelle je trouve très intéressante, on en a parlé un petit peu à déjeuner, les réflexions sur le tirage au sort. Et cette utilisation de la délégation pour compenser le blocage du Parlement, c'est ce qui est utilisé énormément aux États-Unis, où il n'y a pas de proportionnel, mais la difficulté pour faire voter les lois, parce qu'une minorité au Congrès des États-Unis peut bloquer le passage de la loi, est compensée par d'importants pouvoirs délégués à l'administration. Donc renforcer le Parlement n'est pas la solution unique, même si c'est évidemment important. D'autant n'est pas la solution unique, il faut réfléchir aux autres pouvoirs qui existent dans notre État. Donc je souhaiterais ici étudier plusieurs éléments qui me semblent dans notre Constitution impensés, à savoir d'une part la faiblesse des contre-pouvoirs dans la nouvelle configuration du pouvoir étatique et la faiblesse des contre-pouvoirs dans la nouvelle configuration du pouvoir économique. Ce deuxième point qui est très important aussi, je ne ferai malheureusement que l'évoquer parce que j'ai pas d'idées énormément, mais juste des pistes peut-être à vous soumettre. Alors, les contre-pouvoirs dans l'État. Je vous parlais au départ de la séparation des pouvoirs. L'idée française est un peu naïve, parce qu'il ne suffit pas de séparer les contre-pouvoirs, pour affaiblir l'État. Je privilégierais, moi, plutôt l'idée américaine de frein et contrepoids, c'est-à-dire de multiplication des contre-pouvoirs plutôt que de séparation. Et il me semble qu'un des problèmes de la démocratie française, c'est justement la faiblesse de ces contre-pouvoirs, et notamment du principe de responsabilité politique. On arrive à cacher des scandales sanitaires, le plomb à Notre-Dame, Lubrizol, le sang contaminé. Le sang contaminé, ça s'est terminé par un procès pénal et pas par la démission d'un ministre. Et ça me semble être une faiblesse caractéristique de notre démocratie. Il est évident, le principe de responsabilité ministérielle est un principe cardinal en Angleterre. Tout scandale se termine par ces deux choses. Je présente mes excuses et je démissionne. Ce qui n'arrive évidemment jamais chez nous. La responsabilité politique est évidemment très importante. Parce que le poids de nos institutions gouvernementales est, me semble-t-il, trop fort. Le Parlement ne parvient pas à jouer son rôle de relais de la société civile. Je voulais essayer justement de faire une étude empirique
pour voir si le nombre de manifestations en France n'avait pas augmenté avec la Ve République du fait de la faiblesse du Parlement. Mon idée, en gros, c'était de montrer que le pouvoir de la rue avait remplacé le pouvoir du Parlement. C'est un fait qu'aujourd'hui, pour faire abandonner des réformes, il faut passer par des manifestations et ce n'est pas le Parlement qui bloque. Mais cette recherche, malheureusement, est trop difficile en raison de l'accès aux données, et je n'ai pas pu la mener. Donc, ces freins politiques absents, je voudrais en étudier au moins 4. D'une part, l'émergence du pouvoir administratif, un autre qui va vous parler davantage, celui de l'Union européenne et de l'international, des juges et du pouvoir local. Et à chaque fois, vous montrez que face à ces pouvoirs, eh bien, les contre-pouvoirs n'existent pas ou existent trop peu. On est un pays où l'administration est très forte. Hein, il est convenu de dire chez les historiens que la France a été construite par son État. C'est l'État qui a créé la nation française, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Si bien que le contrôle du pouvoir administratif sous les différents régimes républicains que nous avons eus était jadis compensé par un pouvoir législatif assez fort. Or, c'est précisément ce qui manque sous la Ve République, qui a voulu innover en créant ce fameux parlementarisme rationalisé. Il a même innové en prévoyant des domaines respectifs de la loi et du règlement pour donner à l'administration un pouvoir autonome d'agir sans l'autorisation de la loi. La possibilité aussi de légiférer par ordonnance. Sur ce dernier point, depuis 15 ans, le fait de légiférer par ordonnance est massif. De nombreux pans des politiques publiques aujourd'hui sont faits par ordonnance, qui me semble être la pire forme de délégation. Donc un véritable transfert de pouvoir en réalité du Parlement vers le gouvernement. Évidemment, ça n'est pas entièrement nouveau, et c'est un point commun de toutes les démocraties contemporaines. Pourtant, ça n'est pas abordé frontalement par les propositions qui sont sur la table, par exemple, de Sixième République. La question essentielle me semble être quelle responsabilité pour l'administration. Or, on a peu de choses dans la Constitution actuelle sur ce sujet. Pas de contre-pouvoir démocratique face à l'administration, et notamment pas de démocratie participative. La seule disposition qu'on ait dans la Constitution sur la démocratie participative, elle est récente, c'est dans la Charte de l'environnement, qui prévoit un droit à la participation des citoyens pour toutes les décisions publiques ayant un impact sur l'environnement, mais c'est une réforme très récente et très limitée. Ce pouvoir administratif a toujours été très fort, mais il a changé de nature aussi depuis les années 80, avec l'émergence, vous en avez peut-être entendu parler, des autorités administratives indépendantes, c'est-à-dire des administrations sans responsabilité politique. Et il me semble qu'il faut absolument repenser la façon dont ces agences rendent des comptes. Or, face à ces silences dans la Constitution, le juge constitutionnel s'est un peu saisi, mais finalement, face aux agences indépendantes, il les a acceptées sans les encadrer véritablement. Ça a été beaucoup plus compliqué en Allemagne. En Allemagne, c'est inconstitutionnel parce que le principe démocratique est inscrit dans la Constitution. Il faut se rendre compte, il faut aller en Allemagne pour réaliser que nous n'avons pas de principe démocratique inscrit dans notre Constitution qui ferait échec à ce type d'institutions qui, évidemment, n'ont jamais été aussi dominantes dans notre histoire constitutionnelle. Le juge a essayé de les encadrer, notamment encadrer leur pouvoir de sanction, encadrer quelque peu leur indépendance, mais maladroitement. Concernant la démocratie administrative, c'est des grandes réformes des années 70, assez anciennes, qui ont essayé de démocratiser, qui sont allées dans un sens de démocratisation de l'administration, avec l'accès aux archives, accès aux documents administratifs, motivation des actes administratifs. Mais, d'une part, comme le disent
de nombreux observateurs, et comme tout chercheur pourra vous le dire, l'accès aux archives et l'accès aux documents, il est très limité. Je vous donne un exemple. Avrilier, pour avoir accès à l'arbitrage signé entre le ministre de l'économie Emmanuel Macron, Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, et Vinci sur les sociétés d'autoroutes, qui n'est pas indifférent, la question des autoroutes et des péages qui n'est pas indifférent dans la crise des Gilets jaunes que vous avez étudiée, eh bien il a dû faire un contentieux, et il est allé devant le Conseil d'État qui a forcé. J'ai récemment demandé à la mairie de Paris de me fournir la convention de service public avec Striteo, qui est la... Parce que maintenant, dans beaucoup de villes, ce sont des entreprises privées qui font les PV, avec tous les scandales dont vous avez peut-être entendu parler. Eh bien, la mairie, alors que c'est un document administratif qui doit être communiqué, la mairie de Paris refuse de me les communiquer. Donc, encore contentieux, Théâtre Paris, etc. Donc, le principe de participation des citoyens à l'élaboration des projets de texte n'est toujours pas un principe obligatoire. On rappellera juste que le Congrès américain a imposé la participation du public à l'élaboration de tout projet de décision en 1946. Ce principe n'est aujourd'hui de rang constitutionnel, comme je vous le disais, que dans le domaine de l'environnement. Et parce que c'est le droit international et la Convention d'Aarhus qui nous l'a imposé. Il me semble donc aujourd'hui qu'une constitution devrait réfléchir à ces trois éléments: indépendance, participation, transparence. Mettre au centre la question de la transparence me semble vraiment nécessaire, importante. Après l'affaire du Mediator, par exemple, n'est-il pas temps de considérer que ce principe doit, au même titre que la séparation des pouvoirs, être un principe cardinal de notre Constitution? La séparation des pouvoirs n'étant plus effective depuis longtemps, puisque le Parlement ne joue pas son rôle dans le cadre de la Ve République, et puis parce que le pouvoir est de fait du côté de l'administration, la transparence est le seul moyen d'assurer la responsabilité de l'administration et une véritable reddition des comptes. Si la mairie de Paris, si le gouvernement peut librement signer des contrats qui engagent les finances publiques et l'argent des usagers pendant des années sans devoir publier ces contrats, sans en rendre des comptes devant quiconque, comment favoriser une certaine forme de vertu et de morale publique? La question de fond est donc, à quel point doit-on constitutionnaliser ces principes que Pierre Rosanvallon appelle le bon gouvernement ou la contre-démocratie? Mon avis est qu'il faut résolument aller dans ce sens. Il y a eu des propositions intéressantes par la commission Bartolone, mais qui tournent autour de la tête de l'exécutif, du président de la République. On oublie, encore une fois, qu'il y a d'autres pouvoirs très importants dans notre République, qui ne sont pas ceux auxquels on réfléchit en premier lieu. D'autant que ce pouvoir administratif, aujourd'hui, eh bien, il est affecté d'un problème de conflit d'intérêts majeur. Si je parle de constitution anti-oligarchique, c'est qu'il faut diminuer ou mieux contrôler non seulement le pouvoir administratif, mais aussi, dans ce pouvoir administratif, le pouvoir des grands corps. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je ne crois absolument pas à une réforme de l'ENA. Le problème n'est pas l'ENA, mais le pouvoir des grands corps sur les politiques publiques. Si vous prenez par exemple un objet, moi, que je connais bien, c'est le Conseil d'État. Le Conseil d'État contrôle, bien, on a eu un exemple avec le Théâtre Paris ce matin, donc la justice administrative, l'ensemble des litiges avec les particuliers. C'est lui qui donne un avis sur l'ensemble des projets de textes, de lois et de règlements importants. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais les Amis de la Terre, je les avais mobilisés au moment de la loi Hulot, où Total avait pesé au moment de l'avis au Conseil d'État. Ils ont imposé au Conseil d'État de donner les consultations qu'ils avaient reçues de Total. Donc pèse sur le judiciaire, sur le Conseil. Le Conseil d'État est aussi au secrétariat général du gouvernement, dans toutes les directions juridiques des ministères, et au Conseil constitutionnel. Ils sont représentés parmi les membres, et c'est un conseiller d'État qui est secrétaire général du Conseil constitutionnel. Donc voilà, on a des grands corps qui pèsent
de façon décisive sur les politiques publiques. Et évidemment, ça n'est pas... Et des grands corps affectés de conflits d'intérêts, comme l'a bien montré l'ouvrage d'Antoine Vaucher. Dans la conclusion de son ouvrage « La force de gouverner », Nicolas Rousselier montre bien que la crise de la Ve République est liée à la perte de pouvoir de l'exécutif dans un contexte d'européanisation et de globalisation. Il nous dit « La démocratie exécutive serait mise à mal par ces évolutions ». Ce constat n'est pas tout à fait exact, il me semble, ou plutôt, il doit être nuancé, même si il y a des choses tout à fait vraies. Parce que ces phénomènes, loin d'affaiblir l'exécutif, en réalité, le renforcent. Cette présentation a la perversité de montrer, de relayer le discours selon lequel tout serait voulu par Bruxelles, alors que ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que l'essor de la politique internationale met l'exécutif au centre, et que cet exécutif, comme je vous l'ai dit avant, il y a très peu de reddition des comptes. Et donc l'essor du pouvoir international, c'est mon deuxième point, renforce encore l'exécutif. Ce que je trouve fascinant dans ces projets de 6e République, c'est que on peut faire des projets dits modernes sans parler d'Europe et d'international. Alors ça me fascine, comme plein de collègues en sciences politiques qui publient des ouvrages sur le bon gouvernement ou etc., sans parler à un seul moment de ce qui se passe aujourd'hui dans cet endroit spécifique de la politique. Or, c'est bien dans les charnières de ces articulations, ordre interne, ordre international, ordre européen, que se situe aujourd'hui l'irresponsabilité démocratique. La question, c'est donc comment articuler, si on reste dans ces ensembles, comment articuler ces niveaux pour diminuer les responsabilités politiques. Et il y a très peu de propositions sur la table. Or, aujourd'hui, l'ordre international s'impose aux législateurs. Ça, c'est un grand changement des années 80. C'est que les juges ont considéré que, désormais, tous les textes pris au niveau international l'emportent sur le droit interne. Donc, c'est très facile pour un gouvernement d'avoir une politique en interne et d'avoir une politique différente à l'international, parce qu'on ne sait pas en réalité ce qui se passe dans ces arènes-là. Et donc la transparence sur ce type de politique doit être, à mon sens, totale. C'était des politiques qui étaient caractérisées par le secret. Pourquoi? Parce que jadis, la diplomatie, c'était des traités de guerre ou des traités de paix. On peut comprendre, même si, bon, enfin, on peut comprendre. En tout cas, le secret était peut-être plus... Aujourd'hui, ce sont de véritables politiques économiques qui sont menées par cette voie. Or, la Constitution encadre très mal l'action de l'exécutif à l'international, car, évidemment, elle n'avait pas vu le changement de sens et de portée du droit international que ce droit a pris. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi dans d'autres pays. Par exemple, les États-Unis, où pourtant il y a une tradition démocratique très très forte, eh bien, comme par hasard, pour les nouveaux traités, il y a une nouvelle procédure accélérée qui s'est mise en place pour les ratifier de façon... Donc il est plus facile de faire passer ces traités par la procédure du fast track, c'est ce qui est utilisé pour tous les traités de libre-échange, que de faire passer une loi. Et on s'aperçoit bien que l'international est devenu un moyen de faire des réformes des institutions internes. Les débats sur le traité avec le Mercosur, par exemple, sont symptomatiques. On affiche un engagement pour l'environnement et on prend des engagements internationaux qui sont parfaitement contradictoires avec l'ensemble de nos engagements en matière de politique environnementale. Mais c'est là que je trouve cet exemple très intéressant, parce que le traité avec le Mercosur, il ne date pas d'hier. Les négociations sont lancées en 1999. Et ça n'est que maintenant qu'on réalise, et donc on voit bien la faiblesse de l'implication de la société civile dans les affaires diplomatiques. Il y a évidemment plusieurs problèmes, l'absence d'évaluation de ces politiques et l'absence de participation. Un exemple qui m'avait, moi, frappé,
lors de la négociation de la convention fiscale avec le Luxembourg pour éviter la double imposition, les députés ont relevé l'absence totale de chiffrage des conséquences financières de cette convention. Autrement dit, on est face à une législation non seulement secrète, et pour laquelle le niveau d'information du Parlement est limité, et dont les conséquences pour les finances publiques, on s'en doute, sont décisives. Sur l'absence de contrôle, alors c'est difficile de le manifester, mais j'avais trouvé un article d'une assez bonne revue en ligne qui s'appelle Contexte, sur la façon dont la France organise sa représentation permanente à Bruxelles, et qui en dit long, et en la comparant avec l'Allemagne, et qui en dit long sur le déficit démocratique. Et la capture possible, et la conséquence étant la capture possible de ces échelons-là par des lobbies. La réunion entre représentants et représentants adjoints au niveau européen, ça s'appelle les co-repères, pour comité des représentants permanents. Ils ont lieu toutes les semaines et sont à huis clos. Seule la Commission européenne est autorisée à y assister. Et ce que dans une interview, un représentant permanent avait pu dire, c'est que, par exemple, l'avantage de l'organisation française, fondée sur un lien fort entre la représentation permanente et le secrétariat général aux affaires européennes, qui est l'institution du gouvernement chargée de suivre ces dossiers, est que nous savons où nous devons aller. Alors que, par exemple, dit-il, en Allemagne, ils doivent tout le temps rendre des comptes à Berlin. Et donc, c'est ce qu'on voit dans la suite de l'interview. Pour les lobbyistes à Bruxelles, l'organisation allemande est critiquée, est un véritable casse-tête, parce qu'il y a une reddition des comptes permanente, alors que ça n'est pas le cas en France. Et je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que ce déficit démocratique permet à certains intérêts forts d'avoir une influence. Lorsque un lobbyiste, dans cet article, dit qu'avec l'organisation allemande, tout se décide à Berlin, eh ben, la conséquence est inverse pour la France. Ça veut dire que pour la position de la France, elle se décide à Bruxelles. Et évidemment, ça n'est pas le sens de la Constitution telle qu'on peut la concevoir. L'organisation française est isolée du politique, elle est donc susceptible d'être facilement capturée par des lobbies. Et pourquoi en serait-il autrement dans les autres branches des relations internationales? On voit donc ici qu'il faut, pour une constitution anti-oligarchique, que eh bien, des zones de transparence, que l'ensemble de ces endroits soient mis sous la responsabilité du politique. Alors comment on pourrait réconcilier démocratie et conduite des relations internationales? Il me semble que le schéma français, en gros, la façon dont en France on a organisé ce rapport, c'est les articles 53, 54 et 55 de la Constitution, c'est de dire l'exécutif mène les relations internationales et ensuite le Parlement va ratifier ou approuver les accords et les traités internationaux. Donc ça donne au Parlement, en fait le Parlement est mis dans une situation inverse à la situation normale, dans laquelle il n'a qu'un droit de veto. Ce n'est pas lui qui fait la politique, il a un droit de veto, même s'il y a de plus en plus d'obligations d'information, évidemment. Mais il est mis dans une position de veto, et son niveau d'information est assez faible. Alors, ce qu'on pourrait faire, me semble-t-il, c'est définir peut-être des domaines dans lesquels la conduite des relations internationales pourrait être soumise à des obligations démocratiques différentes. Les questions de sécurité et de défense, on peut comprendre qu'il y a une certaine zone de secret, évidemment. Mais pour les autres politiques publiques, moi, je ne vois pas la justification du secret. Ces obligations, enfin, le secret ne devrait pas pouvoir s'appliquer en matière économique, environnementale et certainement pas fiscale. Je rappelle quand même, le fiscal, c'est l'origine de la révolution. Hein. Les démocraties sont nées de révolte fiscale. Des obligations renforcées aussi d'évaluation pour améliorer l'information du peuple et
de ses représentants. Typiquement, les conventions fiscales, elles devraient être soumises à des obligations d'évaluation pour en montrer l'impact sur les finances publiques de manière claire. On pourrait imaginer aussi, sur le modèle des ordonnances, dans certains domaines, une habilitation préalable. Vous savez que dans le système de l'ordonnance de l'article 38, le Parlement passe une loi habilitant le gouvernement à prendre telle ou telle ordonnance, et ensuite elle est ratifiée, ce qui lui donne rang législatif. On pourrait imaginer un système d'habilitation préalable. Enfin, comme dans tous les autres domaines, me semble-t-il, l'implication de la société civile pourrait être renforcée. Pourquoi exclure la société civile des négociations internationales alors que celles-ci sont de nature environnementale ou économique? Moi, je ne vois pas de justification et il me semble qu'il faut faire rentrer absolument ce domaine de l'action publique, le domaine international, dans le rang de l'ensemble des autres politiques publiques et le réfléchir aussi de cette manière. Sachant qu'en plus, il y a un élément que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en France, on est un système qui a choisi, désolé d'être un peu compliqué, mais il y a deux types d'États. Il y a des États dualistes dans lesquels l'ordre international est séparé de l'ordre interne, et donc pour avoir un effet, il faut que le Parlement prenne la loi. Ça, c'est les États-Unis et l'Angleterre. Donc un traité international n'aura d'effet en droit interne que si le Parlement l'a repris. Alors que nous, ça n'est pas nécessaire. On a, depuis 1946, un système... Mais bon, ça s'expliquait en 1946 où il y avait une véritable foi dans l'international. Foi dans le... Voilà, c'est l'ONU, c'est l'esprit de Philadelphie, etc. Et donc on a adopté un système moniste dans lequel l'ordre international a des effets directs. Or, ça n'est pas possible si la conduite des relations internationales n'est pas remis dans l'orbite de la Constitution. Mon troisième point, c'est l'essor du pouvoir des juges, qui est peu vu en France. On a évoqué un peu le tribunal administratif ce matin pour montrer qu'il a été de peu d'utilité sur les manifestations. Les juges ont pris une importance décisive et la façon dont en France on a encadré le pouvoir des juges est naïve et n'est pas... dans les pays de common law, typiquement États-Unis, Royaume-Uni, il est acquis que les juges ont un pouvoir politique et qui font partie de la politique. On le voit, et c'est le cas aussi en France, tout le droit administratif pour ceux qui sont fonctionnaires, il a évidemment été construit par le Conseil d'État. Et tout le droit des relations de l'État avec les citoyens a été construit par le Conseil d'État. Donc le Conseil d'État est un acteur politique comme un autre, mais il n'est pas encadré, comme d'ailleurs le pouvoir judiciaire, très peu d'obligations de motivation. Ils n'expliquent pas leur politique, et très peu d'obligations de transparence et de participation aussi. Enfin, je terminerai, avant de passer au pouvoir privé, sur l'essor du pouvoir local, qui me semble être aussi important, sans qu'il y ait de réflexion sur la démocratie locale, en tout cas pas dans les projets de 6e République. Le pouvoir part aussi au niveau local, donc il part dans l'administration, il part à l'international, il part aussi au niveau local depuis au moins la décentralisation de 82. Dans ces conditions, il me semble qu'il faut aussi considérablement renforcer la responsabilité démocratique de cet échelon pour avoir un bon gouvernement local, tout simplement. Il est frappant de voir que tous les développements qu'on a connus au niveau national, avec plus de transparence, plus de participation, même si c'est encore très très limité, et bien au niveau local, il y a très peu de choses. Par exemple, sur la garantie des conflits d'intérêts, au niveau local, il n'y a rien. Alors au niveau local, là je pense bien sûr à l'administration étatique locale ou aux collectivités locales, les relations des préfets avec les entreprises ou les relations
des maires avec les grosses entreprises, tout ça n'est pas pensé. Alors que, bien sûr, il y a des captures du pouvoir local, et les Parisiens ça le savent bien, notamment sur la politique foncière de la mairie de Paris. Les Parisiens voient bien que c'est un pouvoir qui est aussi capturé. Or, il y a très peu de réflexion sur la responsabilité du pouvoir politique local. Encore un exemple, un immeuble s'effondre à Marseille et tue des personnes, voilà, 8 personnes, personne ne démissionne, ce qui est quand même fascinant sur la façon dont on conçoit en France le pouvoir politique, hein. Alors même que des preuves ont été avancées du fait que ces informations étaient connues, hein. Donc, international, local, administration, juge, tout ça c'est des impensés, et c'est là où se loge beaucoup de pouvoir aujourd'hui. Pour faire la transition avec le pouvoir privé, je voulais vous raconter une anecdote sur le RIP. Lorsque on m'a demandé, quand Boris Vallaud m'a demandé voilà, si le projet était constitutionnel pour la nationalisation d'ADP, donc on s'est réunis et on a dit que bien sûr il n'y avait aucune objection. Alors comment s'est construit l'opposition? Donc le gouvernement, évidemment, dans son rôle, a argumenté devant le Conseil constitutionnel que le projet de référendum était contraire non pas à la lettre, puisqu'à la lettre, il n'y avait aucun problème de constitutionnalité, mais à l'esprit de la Constitution. Et notamment, il y avait une disposition qui dit on ne peut pas avoir de projet de RIP sur une loi qui a été prise depuis moins d'un an. Pardon. Et donc, le secrétaire général du gouvernement prenait argument de cette disposition pour dire bah, voilà, la loi elle va être passée, et nous on s'est bien arrangé pour aller vite sur ce point-là, la loi elle va être passée, donc ça va être contraire. Donc l'esprit, vous voyez, c'était qu'il ne fallait pas autoriser ce RIP. Et immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé dans la presse? Donc le secrétaire général du gouvernement, c'est probablement actuellement la personne la plus puissante de France, qui fait partie d'un club qui s'appelle le Club des juristes, et immédiatement dans la presse, 2 membres du Club des juristes prennent la plume, 2 collègues d'ailleurs, pour expliquer exactement pour reprendre exactement le même argumentaire que le secrétaire général du gouvernement, c'est-à-dire contraire à l'esprit de la Constitution. Or, ce Club des juristes, il y a Augustin de Romanet dedans. Et donc vous voyez comment cette fusion des pouvoirs publics, et je trouve que c'est un bon exemple de la fusion des pouvoirs publics et privés, c'est-à-dire la façon dont par ce réseau et ces conflits d'intérêts qui ont été développés depuis des années dans notre pays, dans la haute administration, tout de suite ben voilà, des voix importantes vont tenter de peser contre le RIP. Et servir le projet du gouvernement autour d'une figure centrale, mais que personne ne connaît en réalité, ce secrétaire général du gouvernement, qui était avant secrétaire général du Conseil constitutionnel. C'est sous son mandat que l'impôt confiscatoire a été constitutionnalisé, etc. etc. Donc, pouvoir privé. Il me semble que réfléchir à un projet de constitution sans réfléchir à quelle place on veut donner au pouvoir privé manque la cible. Pourquoi le pouvoir privé est plus fort que jamais aujourd'hui? Vous connaissez comme moi toutes ces études que les économistes ont bien fondées sur la montée des inégalités, études autour de Piketty, Saez et Zuckman, qui sont favorisées par des politiques d'optimisation fiscale. Si elles sont favorisées par des politiques d'optimisation fiscale, il y a donc tout un travail à faire sur le fiscal, comment retrouver un système fiscal équitable. Et je vous le disais à l'instant, le Conseil constitutionnel, au moment même où les inégalités explosent, au moment même où Thomas Piketty montre qu'il y a eu des moments dans l'histoire où on a eu une forte croissance
et des taux marginaux d'imposition à 90%, le Conseil constitutionnel estime qu'au-delà de 75%, l'impôt devient confiscatoire. Et une spécificité vraiment de la France, par rapport à ce pouvoir privé, justement, c'est l'atonie de la société civile. Et ce que montre bien, à mon sens, l'échec, j'espère pas, hein, mais l'échec du RIP, c'est que la société civile, en dehors de l'aide de l'État, en France, n'arrive pas à s'organiser pour pousser une autre interprétation de la Constitution, et notamment de l'alinéa 9. Moi, j'avais essayé de plaider devant le Conseil constitutionnel, évidemment, l'inconstitutionnalité du projet de privatisation en vertu de l'alinéa 9, essayer de réinterpréter, de revenir à l'esprit de ce qu'était l'alinéa 9 et qui a été privé d'effet dans les années 80 par le Conseil constitutionnel. Mais voilà, sans succès. Et on voit bien que si l'État ne se saisit pas dans notre société d'un sujet, les médias ne se mobilisent pas et la société civile n'arrive pas à porter un sujet que l'État ne porte pas. Autrement dit, la façon dont nous, les juristes, on parle de ça, c'est de dire que les intérêts diffus, qui sont en fait les intérêts de tous, n'arrivent pas à être entendus. Quand il y a une très forte dissymétrie, bon ça c'est un problème général des politiques publiques, hein, quand il y a une politique qui concerne tout le monde, mais qu'il y a des intérêts, même petits, mais très concentrés, atteints, les intérêts faibles, d'entreprises, mais très coalisées, peuvent l'emporter sur l'intérêt de tous. J'ai un ami, par exemple, qui en matière de régulation financière, c'est très évident, parce que vous avez la masse des petits investisseurs, et à côté, les banques et les grosses institutions financières. Et comme il n'y a personne pour représenter cette masse des petits investisseurs, la régulation est capturée. Et c'est la même chose pour toutes les politiques environnementales, sociales, urbaines, qui sont vulnérables car la masse du public n'a pas de représentants. Et en France, les associations sont notoirement en déficit de moyens. Alors il y a des choses auxquelles on peut... Les États-Unis ont pensé ça depuis longtemps, c'est pour ça qu'il y a des actions de groupe très fortes qui permettent de financer et de générer beaucoup d'argent pour les intérêts diffus. Mais voilà, la question de comment on finance la démocratie est, me semble-t-il, centrale. On peut aussi... on aurait pu imaginer des troisièmes voies pour les privatisations. L'État n'est pas forcément le meilleur gestionnaire des infrastructures, etc. Et par exemple, en France, mais ailleurs aussi, le choix qui a été fait dans les privatisations, c'est le pire choix, c'est-à-dire la société anonyme. Mais il y a mais c'est très peu étudié, hein, il y a tout ce qu'on appelle la troisième économie, toute l'économie sociale et solidaire, qui a des formes, il y a des formes sociales qui peuvent être intéressantes pour gérer des services importants pour tous. Si on a, en 86, en privatisant TF1, on en avait fait une coopérative ou une association à but non lucratif, il est évident qu'on n'aurait pas le même paysage audiovisuel aujourd'hui. En faire une société anonyme et avec des actionnaires, etc., ça a évidemment tout un tas de conséquences. Il y a une économiste qui a écrit un super livre sur la presse et sur quelles structures sociales sont les mieux à même de favoriser l'indépendance de la presse. Et elle montre qu'il y a quantité de réflexions, il y a la quantité d'autres formes possibles pour assurer l'indépendance, par exemple, des journalistes. Il y a peut-être une coagulation à faire entre ces réflexions-là, les réflexions sur les communs, qui sont aujourd'hui très très fortes. Et tu me disais ce midi que vous vouliez peut-être inscrire un catalogue des droits fondamentaux. Si vous le faites, il faudra réfléchir à ce que vous faites de la propriété privée. L'Italie a inscrit dans sa constitution la fonction sociale de la propriété privée, parce qu'on était en 1900, juste après la Deuxième Guerre mondiale.
Ça n'est toujours pas le cas en France. Il n'y a pas de fonction sociale. L'article du Code civil qui concerne la propriété privée ne consacre toujours pas la fonction sociale de la propriété privée, et ça n'est toujours pas, bien sûr, dans notre Constitution et notre catalogue des droits fondamentaux. Si on prend la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est comme l'a bien montré Marx, hein, c'est une constitution bourgeoise, hein, et donc la propriété privée n'est pas affectée d'un intérêt public. Donc, même si, bon, après, en Italie, c'est inscrit dans la Constitution, mais ça a été aussi neutralisé, évidemment. Donc l'inscrire dans la Constitution n'est pas tout. C'est pour ça que réfléchir à aussi voilà, les contre-pouvoirs sociaux, la force de la société civile, me semble être important pour, encore une fois, hein, favoriser une dispersion du pouvoir. Donc, en conclusion, voilà ce que j'ai essayé de... J'ai pas apporté beaucoup de solutions, mais ce que j'ai voulu essayer de montrer ici, c'est qu'il y a des zones d'ombre dans la réflexion sur les constitutions, zones d'ombre qu'il faut absolument, à mon sens, mettre en lumière, parce que c'est là où ça se passe, c'est là où les politiques se passent aujourd'hui. Voilà, merci.